Alors, je suis Pascal Bernard, je suis game designer depuis plus d'une vingtaine d'années. J'effectue plusieurs missions dans différents secteurs. Premièrement, je fais du game design de jeux de société depuis donc 1997, où j'avais commencé il y a très longtemps chez Tilsit Éditions avec des jeux comme Montjoie. Et j'ai continué par la suite sur des jeux de licence, sur des jeux spécialisés, sur des jeux grand public, enfin toutes sortes de jeux. Et là actuellement, je travaille plus spécifiquement sur des Kickstarter, mais il m'arrive de travailler pour des maisons d'édition comme Hachette, comme d'autres grandes maisons d'édition comme ça, qui demandent des jeux plus spécialisés. Enfin, plus spécialisés sur un public plus particulier. En parallèle de ça, je développe des jeux vidéo depuis 15 ans. Le dernier qu'on a fait, c'était l'adaptation de Splendor chez Asmodée Digital. Là, on est en train de travailler sur une nouvelle version d'Abalone et puis sur des jeux Gigamic et en fait d'autres produits. Et puis, je suis aussi enseignant à Supinfogame où j'enseigne le game design classique, les licences, la création d'univers, de choses comme ça, avec Léonidas justement. On enseigne ensemble, tous les deux dans cette école qui est une école réputée de jeux vidéo. Oui, oui. Voilà. Mais on leur fait faire du jeu de plateau. Ouais, c'est ça l'originalité. La jonction entre jeux de plateau, on pourra en parler, ça c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Léonidas Vesperini, donc je suis dans le milieu du jeu depuis très longtemps aussi. On s'est connus on s'est rencontrés au début de Pascal. Moi j'étais déjà là un petit peu depuis quelques temps aussi, mais on a à peu près commencé en même temps et on est amis depuis cette époque, c'est-à-dire depuis. Et on a travaillé ensemble. Et on a travaillé ensemble sur plein de choses. Parce que voilà, j'ai été d'abord dans le journalisme de jeux. Hein, je précise dans les jeux, les magazines de jeux spécialisés. Donc j'ai été rédacteur en chef d'un nombre incalculable de magazines, dont certains très connus, comme Lotus Noir, Mana Rouge, Ravage, Manga Kids, pour en citer quelques-uns. Mais il y en a eu d'autres. Et justement, je travaille avec Pascal qui a écrit pour beaucoup de ces magazines également. Donc ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, mais depuis... alors, j'ai été aussi membre du jury de l'As d'Or de Cannes, donc c'est le jury qui élit les meilleurs jeux publiés en France. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et depuis 2 ans maintenant, je me suis un peu réorienté parce que vers l'édition, donc d'abord en tant que, on va dire, communicant, spécialiste. Voilà, c'est ça. C'était sur le projet Conan, qui est né un peu d'une discussion avec Frédéric Henry, que j'ai rencontré sur un salon. Et donc, il avait ce système de jeu. Et puis, l'idée est venue comme ça. Puis après, ça a évolué dans plein de formes. Et moi, j'ai eu mon rôle également dans Conan. Et le succès de Conan étant, je me suis réorienté. J'ai conservé des magazines, mais j'ai arrêté d'être rédacteur en chef pour me consacrer là-dessus. Et c'est comme ça qu'est né Mythic Battles. Mythic Battles, à ce moment-là, j'ai créé, parce que je ne faisais pas partie de Monolith, donc j'ai créé une autre société avec Benoît Vogt, qui est donc mon associé, qui est la société Mythic Games. Et Mythic Games a créé un premier jeu qui s'appelle Mythic Battles, qui était l'année dernière, qu'on a lancé sur Kickstarter, et qui a été coédité avec Monolith, ceux qui avaient fait Conan, justement, qui a eu un gros succès. Et donc ça, c'était l'année dernière. Et donc cette année, nous nous lançons sur notre premier jeu édité tout seul cette fois-ci, qui est Time of Legends, Joan of Arc, dont Pascal est l'auteur, vous l'avez compris. Et moi, je vais remplir le même rôle que jusqu'à présent, c'est-à-dire je suis un peu le porte-parole du projet, je suis un peu le communicant, et puis après je m'applique un petit peu dans des tas d'éléments, puisque
je m'intéresse et je connais bien les systèmes de jeu. Du fait de mes relations dans la presse, je connais beaucoup de gens. Donc je connais des sculpteurs, je connais des artistes, je connais des éditeurs, des distributeurs, ce qui facilite en fait la constitution d'une équipe très pro, et ce qui est exactement ce qui définit Mythic Games. Mythic Games, on a vraiment une équipe de gens qui sont combinés. On a plus de 100 ans d'expérience dans le jeu. Même si on est une jeune société, on est vraiment des gens expérimentés et avec des profils et qui ont travaillé pour des grosses sociétés. On a Jake Thornton qui a été rédacteur en chef de White Dwarf pendant des années, qui a créé plusieurs éditions de Warhammer, qui a plusieurs jeux à son actif, du temps de Games Workshop, puis ensuite du temps de Mantic. Il a fait Dead Zone, Dreadball. On a Pascal qui a publié, je ne sais pas, 30 ou 40 jeux faciles. Donc c'est également énorme. On a des jeux de cartes. On a Stéphane Gantiez qui a travaillé chez Libellud, chez Asmodée, qui a fait les designs de Mysterium. On a David Rakoto qui lui-même a édité et créateur de jeux. Il a créé le jeu CIA contre KGB, qui est un jeu qui a eu beaucoup de succès, enfin qui a vraiment eu. Et là, il a fait le Kickstarter de. Il a fait le Kickstarter de Rise of the Moloch de Smog, qui a été un gros succès chez Cool Mini or Not. Lui-même, il est graphiste. Il a été graphiste sur Mythic Battles. On a Benoît qui est donc l'auteur de Mythic Battles et qui a également une expérience non seulement de créateur mais également d'éditeur. Et puis on en a plein d'autres comme ça. Donc c'est une jeune société, mais fait de vieux. Voilà, de vétérans, s'il te plaît. En fait, d'élite, on va dire. Ce qu'il a oublié de dire Léo et qu'il faut préciser, c'est que Léo avait quand même une carrière aussi au niveau du jeu de rôle. Oui, et parce que les vies passent sans. Et on a vraiment eu des carrières différentes. Fait qu'il peut oublier de le citer, mais c'est quand même un poids dans le jeu de rôle et une existence. J'ai commencé par le jeu de rôle, j'ai traduit différents jeux de rôle, j'en ai même édité, j'en ai publié, enfin voilà. Mais c'est aussi un truc qui nous relie un peu tous, la base du jeu de rôle. On vient du jeu de rôle. On vient du jeu de rôle, du wargame, du jeu de figurines, avant des jeux de société qui n'étaient pas encore vraiment là dans les années 90. C'est ça. Et ça se ressent, je pense, dans nos jeux, parce que en fait, toutes ces influences, bon, alors moi-même, je suis passionné de jeux de figurines, rédacteur en chef de Ravage. Voilà, c'est vraiment une passion, le jeu de figurines, mais le jeu de rôle aussi. Pascal, le jeu de plateau, le jeu de société, et finalement, les wargames. Et finalement, nos jeux sont un petit peu un mélange de tout ça. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, la richesse d'univers du jeu de rôle, on a la justesse des mécaniques des jeux de plateau, vraiment très bien réglées. Et on a la beauté des jeux de figurines. Et c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec nos jeux. C'est-à-dire qu'avec l'évolution, je pense qu'on a une hybridation qui se crée par l'assimilation de tous ces jeux qui ont eu des dominations à certaines époques, les jeux de cartes à collectionner à un moment pour tous les systèmes de combo, les wargames avant. D'ailleurs, on les retrouve dans Mythic Battles. Le jeu de plateau et ainsi de suite. Et en fait, au bout d'un moment, à force de 20 ans de manger tout ce genre de choses, il en sort d'autres choses qui nous manquaient. C'est-à-dire qu'à la base, les créations, quand on en discute des nouveaux projets ou ainsi de suite, ce sont souvent des sujets très sensibles qui vont chercher au plus profond de nous des choses, c'est-à-dire des choses anciennes et aussi des choses qui nous semblent manquer. C'est-à-dire qu'on est là pour se dire, on n'est plus tellement là pour penser par rapport à tous les autres projets qui sortent. Aujourd'hui, dans la société, on regarde moins ce qui se fait, plus pour dire, nous, on propose ça parce que ça vient de nous, quoi. Ça sort, là, c'était ça qu'on voulait. Donc, c'est vraiment là. Ça donne une période actuelle et extrêmement enthousiasmante où vraiment il n'y a jamais eu autant de jeux et jamais eu autant de qualité pour certains, peut-être pas tous, mais pour certains jeux, il y a un choix absolument colossal. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est se démarquer d'un certain nombre de jeux en essayant vraiment de proposer le top. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait appel à des artistes de très très haut niveau, et ça c'est important parce que le look, que ce soit des artistes, on va dire les illustrateurs, mais également les sculpteurs qui sont des artistes également. C'est vraiment, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, et on a des figurines.
digne, on va dire, des plus beaux jeux de figurines, alors que c'est un jeu de plateau. C'est quand même incroyable. On a des illustrations qui sont dignes des plus belles illustrations qu'on voyait et qui nous faisaient rêver chez Games Workshop ou chez Rackham. Ouais. Parce que vous disiez, c'était vraiment de se démarquer face à la surproduction. Alors, il faut faire attention parce que moi, on a un discours, quelque chose qui est fait que nous ne sommes plus. On a passé beaucoup de temps à analyser plein de choses et ainsi de suite, et on n'est plus forcément dans cet esprit totalement d'être les meilleurs ou d'analyser, mais de faire une proposition de Mythic Game avec une personnalité. C'est-à-dire que nous, comme a dit Léo, formons une sorte de groupe avec une forme qu'on n'a peut-être pas encore trouvé ce qui nous unissait, mais il y a quelque chose, un combat un petit peu commun qui forme une originalité. Et on n'est pas là pour rechercher l'originalité pour l'originalité. On n'est pas là pour dire Call Mini a fait ça, alors nous on va faire ça. On n'est pas du tout dans on n'est plus du tout dans ça. C'est la passion qui là, c'est vraiment du style. Truc. Alors, je pense que ça se ressent sur les projets. Et Jeanne d'Arc était un projet où on a pris beaucoup de risques, non seulement par son thème historique, par son échelle, par plein de choses qui font justement mélange, qui font que techniquement, c'est pas un projet hyper viable. Techniquement, c'est un projet qui peut être c'est un projet dangereux. Qui, au départ, donc on ne pourrait pas exister sans Kickstarter, il faut quand même le dire. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi quelque chose qui a fait que c'est plus la passion qui nous a menés dans le sens où l'équipe qui a animé, qu'une réflexion purement marketing de on va se placer dans le mainstream ou ainsi de suite. Donc là, on est moins dans cette recherche, mais aussi parce que à cause peut-être de toute cette expérience et de tout ce qu'on a accumulé, en se disant peut-être que maintenant, au lieu de tout le temps regarder les autres, on va faire quelque chose qui va vraiment nous faire plaisir. Et ça, c'est vrai. Une question de plaisir. C'est vrai que je citais les... Voilà. Parce que c'est vrai que j'aime bien parler des gens avec qui je travaille, on va dire que j'admire. Mais ce n'est pas une recette qu'on applique. Non. Ça, c'est important. Ce qui fait que on est... Enfin, ce qui conduit à la création de nos jeux, c'est avant tout la passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous faire triper. D'ailleurs, on le voit dans l'équipe, les gens qui sont sur ce projet, ils se donnent à fond. Tous, ils ne comptent pas leurs heures, ils travaillent le jour, et la nuit, les week-ends, etc. C'est des passionnés. Mais c'est des passionnés. Disons et c'est vraiment... Il y a moins de préméditation que ce qu'on pourrait imaginer, même si on essaye de donner une forme très carrée de la chose. On est encore très dans un rêve de gosse assez enfantin et dans une sorte de maintenant à notre âge on réalise nos rêves de gamin quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire un jeu avec plein de figurines et tout, ça y est, je le fais. Après on le fait pas n'importe comment. On va faire son château, donc, un dragon. Et puis toutes les choses se rajoutent comme ça, alors qu'au départ tout n'était pas prévu comme ça. Si on l'avait fait peut-être il y a 20 ans avant, on aurait fait un peu n'importe quoi et on serait parti dans tous les sens. On a peut-être plus de maturité qui fait qu'on arrive à donner une forme, on arrive à donner un allant, mais aujourd'hui on est quand même des grands gamins dans cette équipe. Faut pas un truc. C'est ce qui nous donne un petit peu ce côté, on a l'impression de rajeunir là. On a repris à un moment, on se dit oh putain, tiens, j'ai l'impression de revenir au grand moment quoi. C'est vrai, c'est ça. Du coup, tu peux me parler un petit peu de Jeanne d'Arc, les prémices et comment ça s'est développé après avec Mythic Games ? Eh ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le dit Léo, c'est notre carrière, elle s'est faite en parallèle ou ensemble. C'est-à-dire que depuis 1998 ou ces choses-là, on s'est toujours contacté, on est devenus amis, et ainsi de suite. Mais chacun a développé ses choses dans son coin, tout en gardant des contacts ou en travaillant un petit peu ensemble, mais pas sur des projets aussi majeurs. Et en fait, à un moment donné, il est arrivé qu'on s'est rassemblés. Et la chose étant assez simple, c'est que moi, qui avais eu ma carrière marquée tout au début par un jeu qui s'appelait Montjoie, qui était sur la guerre de 100 ans, qui avait eu un impact sur une société nouvelle qui s'appelait Ticit, a fait que dans ma vie, ça a été marqué, alors que j'ai fait 30 ou 40 jeux. Je ne sais pas, dernièrement, j'ai fait Heroes of Normandy, jeu de cartes, mais avant, j'avais fait La Cité des voleurs, j'ai fait Les Trois Mousquetaires, Opération Commando, et j'en passe, Héros du monde, plein de choses dans différentes choses. Et en fait, il y avait toujours ce fond du médiéval ou truc qui traînait. Et la chose qui s'est passée, c'est que j'avais un amour particulier quand j'étais jeune sur un jeu qui s'appelait Krayavok. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec un des auteurs et dessinateurs dans La Cité des voleurs. Et donc, qui avait fait ce jeu dans les années 80 et qui avait marqué mon enfance. Et à un moment donné, on a envie de continuer.
Et d'ailleurs, Crayavoc continue à sortir, puisqu'ils ont relancé avec le Crayavoc Fan des jeux, c'est des trucs. Mais il y a un moment aussi, on a envie, comme j'avais créé Mon Jouet à l'époque, parce que je jouais à Fief et à certains autres jeux. Et à un moment donné, j'ai voulu aussi faire ma proposition ou dire, tiens, maintenant, je voudrais faire quelque chose. Et là, c'est un peu la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps. Et en travaillant sur des prototypes, il y a 4 ans à peu près, pendant la période de Conan, un jour, Léo passe chez moi et voit que j'étais en train de travailler sur quelque chose de très bizarre, avec une échelle de 10 mm, avec des petits arbres, avec des trucs. Et je commence, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je commence à lui raconter, ben voilà, je veux un jeu qui tienne dans la taille d'un jeu de société, mais qui soit dans l'univers médiéval et qui ressemble à une petite crèche. Et on va rentrer dans les maisons et tout. Alors, étant dans le jeu vidéo, on va rentrer dans les maisons, on va fouiller, et puis il va peut-être se passer des intrigues. Et le gars, il va te taper et tout. Et là, on se dit, ben, c'est n'importe quoi. Tu vas faire du jeu vidéo, mais tu vas pas faire du jeu de société, tu vois. Là, tu es en train de me sortir tout ce qui peut exister. C'est-à-dire, tu me mets du battle lore, tu me mets du descente, tu me mets de trucs, et tout dans la même chose. Et en fait, le challenge a été un peu comme ça par forme de rencontre, où Léo, il me dit, mais attends, ça là, ça, moi je veux le faire. Hein, oui, c'est ça. Il a à peine vu que le truc. Oui, c'est ça. Et puis, je crois que tu avais des petits jetons au départ. Il n'y avait pas encore de figurines. Et puis, on dit, mais j'ai collecté des petites figurines pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, Pascal, il me dit, attends, j'ai ce qu'il faut. Hop, il va, il fait un petit montage pour voir ce que ça donne en collant des petites figurines. Je ne sais plus ce que c'était. Et on regardait. Et on se dit, voilà, des figurines historiques, quoi. Si ça marche. Et là, c'est parti comme ça. Et en fait, c'est parti comme ça, en reprenant une période que moi, je n'ai pas lâchée depuis 20 ans, que j'aime bien le médiéval, mais que je n'ai pas forcément développé beaucoup de jeux dedans. Et surtout, quelque chose qui, des fois, est assez imprégnant dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs, Jeanne d'Arc ou la guerre de 100 ans te marque, puis après, il se passe des choses dans ta vie où il y a encore des symboles qui te marquent, et puis là, tu ressors un truc. Alors, tu ne sais pas pourquoi. Ta vie, ça tombe comme ça. Tu te dis, c'est sous le signe du Moyen-Âge, j'en sais rien. Je n'avais pas décidé ça à la base, mais bon, tu vois, ça me tombe dessus. Il y a le signe de Dieu. Il y a Jeanne qui doit être dans mes ancêtres ou pas. Réveille-toi, Pascal, prends le flambeau et remballe le truc. Bon, enfin voilà. Et après, il y avait un côté qui est quand même assez prégnant, c'est de se dire, tiens, ça n'a pas été fait, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais pourquoi on essaye de ne pas respecter les codes, en fait? On essaye de ne pas respecter les règles. Parce que, par exemple, il y a des mouvances où pendant assez longtemps, moi, j'ai tenu une ligne un peu dure sur la méritrache, mais dans les années 2000 et ainsi de suite, j'étais un des premiers à écrire des articles sur Battlecry, quand c'est sorti en 99 ou 2000, tout le monde s'en foutait. Sur les jeux de zombies aussi, on les avait à la rédaction et tout. Et résultat, on a découvert des choses où on s'est dit aussi qu'il n'y avait pas besoin de... on pouvait enfreindre... En fait, c'est dur de se dire qu'on peut enfreindre les barrières des jeux. Et quand il y avait une tendance énormément au cube, au jeu à l'allemande, un peu de gestion, disons qu'avec Léo, on a aimé, puis à un moment, ça nous a fatigués. Puis à un moment, il y en a trop eu, puis à un moment, ça se ressemblait trop, et ainsi de suite. Alors c'est sûr d'avoir tous les jeux allemands d'un seul coup qui déboulent, et en fait, on se paye une compilation des meilleurs jeux sur 20 ans, on se dit ils sont exceptionnels, mais après, quand on reprend le flux normal, on se dit, bah oui, il y en a un bien comme les trucs. Et résultat, on a eu beaucoup comme ça de vagues qui nous sont passées dessus, et à un moment donné, on s'est dit, ouais, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, et puis à un moment, on s'est même plus posé la question de c'était bien ou c'était pas bien. Ce qui fait qu'en allant, en travaillant par exemple sur Jeanne d'Arc, c'est des sortes de défis qui ont été lancés, où on s'est dit, tiens, je suis dans l'escarmouche. Par exemple, j'aimais bien le Seigneur des Anneaux de Game Workshop. Je suis dans l'escarmouche, mais j'ai pas envie que ce soit que de l'escarmouche. Mais d'habitude, les jeux, ils sont typés, c'est de l'escarmouche. Puis d'habitude, ils sont aventure. Puis d'habitude, ils sont bataille. Et en fait, on voulait pas que ce soit que bataille. Et là, on se dit, ah ouais, mais on va faire un truc et ça va ressembler à rien parce qu'on va faire de tout sans rien vraiment faire. Et en fait, c'était ça le gros challenge. C'est on se dit, mais on va arrêter de se poser des choses en se disant, ça c'est la référence, ça c'est la référence, la référence. Nous, on va essayer de tout faire. Et en fait, on a dû surmonter en fait, des problèmes techniques en se disant, et qui nous ont été lancés par certaines personnes en disant, voilà, je veux jouer avec 3 figurines, mais je veux qu'avec ton même système de règles, je joue avec 50. Et moi, j'avais aussi envie qu'on puisse aussi bien faire de l'enquête que de la bataille, que de trucs pour avoir une sorte d'univers de la guerre de 100 ans, comme on rentre dans un jeu de rôle. On peut participer à une immense bataille et on peut faire une enquête juste en cherchant dans une bibliothèque. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Et en fait, la démarche, elle a été tout le temps un petit peu comme ça, du style, tiens, chiche, pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Tiens, pourquoi on ne met
pas des énormes créatures? Pourquoi on met pas des trucs? Non, mais c'est arrivé comme ça. Au début, on s'est dit, tiens, pourquoi on met pas des bâtiments? Allez, on met des bâtiments. Mais en fait, j'ai envie d'avoir des arbres, c'est trop cool avec des arbres. Et puis à un moment, on se dit, ouais, mais j'ai pas envie que ça prenne 2,40 m. Alors comment on fait pour que ça tienne dans mon nouveau jeu de plateau? Je prends le jeu de plateau, je sors, ça doit tenir là-dedans, parce qu'on essaye de tenir là-dedans. Ah bah ouais, on va tenir là-dedans. Et ces successions de défis, en fait, ont formé Jeanne d'Arc en se disant, bon, alors comment je fais? D'habitude, au tout départ, il n'y avait pas de fantastique. Au tout départ, c'était moins vraiment, de fantastique. Ouais, il n'y en avait pas. Et puis après, en réfléchissant, on s'est dit, il faut. C'était très historique. Ouais. C'était très historique, comme le premier jeu. Avec des pointes le premier jeu, il y avait déjà des petites pointes de mysticisme, mais de choses comme ça, de signes de Dieu, de symboles et tout. On s'est dit vraiment, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et plutôt que d'aborder cela un petit peu dur, on va mettre du fantastique, on va mettre des monstres sans se poser de questions. Là, Pascal a eu cette idée de dire il faut absolument qu'on reste dans le médiéval de l'époque, dans le fantastique de l'époque, ce qu'ils appellent du fantastique, mais qui n'en était pas forcément pour eux, parce qu'on est dans une époque qui est du mystique, du mythique, du religieux, extrêmement marqué par les superstitions, les croyances, et ça, pour eux, c'est pas du fantastique. C'est-à-dire que pour eux, le diable est là, il est présent. Jeanne, elle entend des voix, elle parle à Dieu, elle parle aux anges. Les sorcières, pour eux, ils les brûlent. À force en fait d'y penser, on s'est dit mais arrêtons de penser d'une manière pragmatique et acceptons la chose dans le sens où on s'est dit mais tout ça c'est incroyable, mais en fait on n'arrive pas à se projeter dans la vision médiévale. Les tapisseries, les illustrations qui font. Comme on n'arrivait pas à se projeter dans la vision médiévale, on a essayé de s'en rapprocher en se disant nous on raisonne comme des gens du XXe siècle qui veulent aimer le Moyen-Âge. Et à un moment on s'est dit on abandonne aussi toutes ces barrières, on fait sauter les barrières et on se dit maintenant on essaye de se dire, on arrête de se dire ça n'existe pas le diable, on arrête de se dire un truc et on essaye de se mettre un petit peu à la place de qu'est-ce qui se passe quand il y a une éclipse, qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc bizarre, qu'est-ce que je vais faire, à quoi je me raccroche? Pas à la science véritablement, pas aux études longues que tu avais pu faire avant, tu te raccroches à ce qu'il y avait, la religion, à certaines légendes, à certaines croyances, à certaines choses. Et si c'était si fort à cette époque, c'est que c'est quand même une époque un peu désespérée. Soudainement, mais pas forcément, mais c'est une construction qui s'est faite comme ça, ce qui fait que on ne demande pas aux gens d'accepter, mais on peut s'imaginer que sans donner un jugement du style c'est pas vrai, elle n'a pas eu de voix. En fait, à son époque, les voix, c'était... Aujourd'hui, on peut le traduire en autre chose, mais à son époque, c'était des voix. À son époque, un crime bizarre qui pouvait se passer, c'était un loup-garou, ou c'était le diable, et ainsi de suite. Donc l'interprétation... Voilà, il se faisait une interprétation. Voilà, donc c'est un peu le nom de la rose, où l'inquisiteur, il arrive, il voit le diable partout, et notre héros, il dit, mais non, d'une manière pragmatique, on va essayer de regarder, mais c'est le seul qui pense comme ça. Tout le monde pense par rapport à sa culture et tout ce qu'on leur a appris. Et nous, on s'est dit, tiens, si on essayait de mettre dans tout le monde dans ce qu'on peut imaginer ce que c'était, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer ce côté où on arrête de penser sérieusement en sachant qu'une éclipse est une éclipse et que c'est la Lune qui passe devant le truc, voilà, mais que non, il y a quelque chose de diabolique qui est en train de se passer et ainsi de suite. Et donc à partir de ce moment-là, on comprend des fois aussi beaucoup mieux ce qui se passe au Moyen-Âge, on comprend beaucoup mieux certaines batailles, on comprend beaucoup mieux la réflexion de certains princes et ainsi de suite. Et le gars qui discute avec des fantômes, qui dit qui a une liaison avec la mort, parce que la mort est beaucoup plus... On ne soignait pas les gens comme ça, donc on pouvait disparaître beaucoup plus vite. Et donc, on se retrouve à essayer de se transporter dans cet autre univers en se disant, lâchons les barrières. Et Mythic dans le premier jeu, qui était Mythic Battle, avait tenté de faire, et avait réussi, de rentrer dans ce monde de mythologie. Voilà. Et revisiter un petit peu la mythologie. Et donc, Jeanne d'Arc s'est imposée dans une sorte de continuité de cette très logique de faire qu'il n'y a pas besoin de juger les mythes, il n'y a pas besoin non plus de dire qu'on y croit, mais c'est venez vous plonger. Et quand vous jouez une partie, vous serez plongé dedans, ou on essaiera de vous plonger au plus près. Voilà, donc c'était vraiment... Est-ce que du coup tu peux parler un petit peu de la mécanique, plus du jeu, parce que maintenant tout le background, comment ça s'est créé, etc. Ouais. Et maintenant, comment vous avez réussi à retranscrire ça, des choses du coup que tu voulais mettre, parce que c'est ça qui est assez drôle quand tu me dis tiens, pourquoi vous lanciez des défis, tiens, pourquoi on ne ferait pas dans une boîte, pourquoi on ne ferait pas des figurines, pourquoi on ne mettrait pas des bâtiments. Au final, qu'est-ce que vous avez fait? Le Jeanne d'Arc aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être, la mécanique, comment ça va se jouer? On pourra en parler tous les deux. Bien sûr.
la particularité, c'est qu'au niveau aussi des mécaniques, on voulait de l'originalité. Donc on ne voulait pas quelque chose, on voulait que ce soit très simple. C'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau, c'est pas un jeu de figurines. De plein de choses. C'est un jeu de plateau, mais qui en effet reprend des codes. Voilà, on a le même langage, qui reprend des codes, c'est-à-dire que vous allez ressentir quand même la présence des figurines, leur importance. Vous allez sentir, on est vraiment dans un jeu de plateau, mais vous allez sentir certains éléments qu'on ressent un peu dans les jeux de rôle, parce que vous pouvez discuter avec des personnages, vous pouvez fouiller des bâtiments, vous allez ressentir la richesse de l'univers, puisque l'univers est très fouillé. On s'appuie sur la guerre de 100 ans. Pascal, il a 300 bouquins là-dessus. Si c'est pas 400, enfin je sais pas. C'est un truc c'est vraiment un spécialiste très très pointu de cette période. Donc, je suis pas historien quand même. Hein. Oui, mais quand même. Amateur. Attention, nous engageons pas trop loin. Mais quand même, il a vraiment une bibliographie très impressionnante, ce qui fait qu'on s'appuie sur quelque chose de puissant. Et ceux qui connaissent bien le jeu de rôle savent que quand un univers est bien décrit, ça se ressent. Et que les personnages, ils ont des motivations qui sont logiques, qui sont cohérentes, ce qui fait que les histoires ont une certaine logique, et donc on s'immerge beaucoup mieux, beaucoup plus dans un univers qui est profond. Donc il y a tous ces aspects-là. Il y a l'aspect, bien entendu, des figurines. Alors, je ne vais pas parler de l'aspect esthétique, puisque ce n'est pas le sens de ta question, mais je vais parler du côté pratique. Le fait que ce soit des petites figurines, on a réfléchi, on veut pouvoir les attraper facilement, on veut qu'il y ait une différence entre les héros et les troupes, avec les monstres, la cavalerie. Donc, les unités toutes seules, à plusieurs, voilà. Donc, différenciation visuelle immédiate, et ainsi de suite. Voilà. Il y a une originalité aussi dans le système qui est il faut faire quelque chose aussi de nouveau. Et la nouveauté, une des nouveautés importantes, je pense que c'est l'activation par zone et pas l'activation par unité. Alors ça, c'est quelque chose d'important, ce qu'a dit Léo, c'est-à-dire que dans la constitution de ce jeu, comme c'est une hybridation, c'est un peu tout ce qui nous forme nous, c'est tous les amas de toutes les cultures, jeux vidéo, jeux de rôle, et ainsi de suite. Donc en fait, en dehors de l'avoir pensé, c'est ce qu'on recrache. Donc d'une manière générale, c'est des fois peut-être d'une manière chaotique, toutes ces agglomérations. C'est pour ça qu'on parle de cette hybridation un peu complexe, parce qu'elle est difficile à analyser. Le système de zone était un système qui a été il y a très longtemps employé dans des vieux wargames de chez Avalon Hill ou des choses comme ça, et qui était assez rare, qui a été renvoyé un truc et qui est quelque chose d'assez mineur, qui n'a pas été cherché parce que c'était un système de zone, mais qui a été dans une forme de redécouverte. Moi, j'y ai joué, mais à un moment donné, le challenge étant d'activer avec la même règle, sans rien changer, le même nombre de cubes, d'accord, des personnages qui peuvent être 1 ou 15 ou 10 dans le même groupe. Parce que c'était le défi qu'on s'était lancé. Si je fais 12 personnages, je fais 12 cubes. Voilà. Le temps de jeu et de l'ergonomie a été monstrueuse. Et donc, en discussion, moi, avec des amis qui travaillent avec nous, Patrick Receveur et d'autres personnes, qui sont des game designers aussi, qui étaient dans les wargames, dans les choses comme ça, on en revient à penser, parce qu'en testant, au début, ce qu'il fallait savoir, c'était comme Cryavox, c'est-à-dire un hexagone, une figurine. Donc quand j'en ai 25, ça devient vite le bordel. Puis à un moment, on a commencé à agrandir les hexagones. Oui. Là, les hexagones. Et puis là, on a commencé à se dire, tiens, moi j'ai voulu créer quelque chose, c'est-à-dire créer des coupures dans les hexagones pour représenter le fait d'une manière abstraite, et on a abordé beaucoup les choses d'une manière abstraite, de se dire, un hexagone, dans un wargame, c'est un peu toujours la même surface, tu vas perdre des points, tu vas en avancer, et ainsi de suite. Mais nous, j'ai voulu représenter, en divisant les hexagones en un territoire, 2 territoires ou 3 territoires, la difficulté d'avoir accès à une plaine qui n'est pas forcément une plaine, à une colline et ainsi de suite, et d'avancer. Si vous avez un hexagone qui est plein, sans frontières, c'est une plaine, vous allez aller très vite dedans. Et si vous avez une plaine qui est divisée en 3 frontières, ça veut dire qu'il y a des niveaux, des choses comme ça. Et déjà, ça, dans la réalité, dans la vie, on peut se rendre compte qu'on n'avance pas de la même manière. Donc, on va avoir selon les types de terrain. Et donc, à partir de ce moment-là, sur les types de terrain, il s'est passé que ça devenait un enfer de poser tous les cubes. Et il y avait une chose que je ne voulais pas, et avec tous les longs jeux qu'on a fait, c'est avoir une table remplie de marqueurs, avoir des durées de tours qui durent une éternité, ne pas avoir d'interaction avec les joueurs, et surtout d'activer
activer très vite, très simplement les choses. Et donc l'idée, c'était aussi de dire, je veux un jeu simple parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai des enfants, parce que le truc. Et donc ces conditions, ces contraintes fixées par nous-mêmes en fait, dans ces choses, ont amené en se disant, tiens, l'activation de zone, qui est un truc qu'on a redécouvert en disant, mais si je pose un cube, voilà, si je pose un cube, d'un seul coup, tout devient rapide. Et en plus, j'ai un choix multiple. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je décompose mon action en 12 cubes, là, je pose un cube et je peux décomposer mon action. Et donc, c'est encore une abstraction du style. Lui, il va partir sur la gauche, lui, il va attaquer, lui, il va tirer, lui, il va prier, et ainsi de suite. Mais d'un seul coup, je me raconte une histoire. Qu'est-ce qui se passe dans mon lieu ? Toute une histoire. C'est pas un cube du style, je fais ça et j'ai fini. Parce que j'ai fractionné, là j'ai globalisé, et cette globalité fait que, en fait, ça a tilté avec ces anciens wargames qui permettaient d'un seul coup d'activer beaucoup plus ou faire des effets d'activation. Sur la discussion, par exemple, des hexagones, qui, moi, est une chose importante, parce que l'activation, elle a complètement raison, l'activation, quand on l'a découvert, cette activation, on redécouvert, parce que, faut le dire, on l'a redécouverte, ça a d'un seul coup fait donner au jeu une ampleur telle qu'on s'est dit tout était ouvert. En fait, on a ouvert des portes et on s'est dit on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça rapidement. C'est-à-dire on peut mettre autant de grosses unités et tout. Mais ce que je vous parlais avant avec les hexagones, c'est une chose importante. On a repris un cadre de l'hexagone et on l'a divisé. Et ça, ce fractionnement qui au premier coup d'œil n'est pas, comment ça s'appelle, c'est bizarre. Ça donne un peu un plateau, un peu colon de Catane, un petit peu bizarre. En fait, donne plein de situations tactiques et surtout quelque chose qu'on voulait, qui est travailler sur la dispersion et le regroupement. Dans un jeu de figurines et ainsi de suite, il est toujours un peu pénible de savoir si votre unité elle est à 2,5, il faut mesurer, il faut savoir, il faut les rassembler et tout. Et quand vous jouez généralement en zone, ils sont automatiquement rassemblés. Et le jeu, en fait, grâce à ce système de fractionnement du terrain géographique, même géologique quasiment, en fait, a provoqué et a fait monter un game design un peu, un gameplay un petit peu souterrain, qui a fait qu'il y a eu des stratégies à se rendre compte que le regroupement était intéressant et de fractionner son ennemi était aussi intéressant. Donc, ça pouvait le ralentir. Voilà, ça pouvait le ralentir. Donc on s'est retrouvé sur quelque chose qui n'était plus de tuer son adversaire, mais pouvoir gagner une bataille ou pouvoir faire des actions en le dispersant, en le ralentissant, en le trompant. C'est totalement retranscrit dans le système de jeu grâce aux dés. Les dés d'attaque ne font pas que tuer. Très peu. Il y en a peu qui tuent. Il y a un type d'unité qui va plutôt tuer, donc les chevaliers qui sont. Mais beaucoup d'autres unités, d'autres types de troupes, ils vont faire fuir, ils vont disperser, ils vont mettre hors de combat. Dans le jeu, ça aussi, c'est quelque chose. Il y a certains résultats de dés qui mettent une troupe hors de combat. Et il y a un grand fun là-dedans, parce que d'abord ça peut représenter ce qui se passe vraiment dans une bataille. On peut imaginer que tout le monde ne meurt pas dans une bataille. D'abord, il se passe plein de choses en même temps. Et puis certains réagissent différemment. Certains peuvent être complètement traumatisés, avoir peur. D'autres peuvent être blessés et parfois quand même revenir dans le combat. D'autres peuvent être faits prisonniers. D'autres peuvent s'enfuir. Tout ça, c'est retranscrit par ce résultat hors de combat. Et ça, c'est un truc encore intéressant sur lequel il va revenir et qui est vraiment du game design. À un moment donné, dans la plupart des jeux, on marque les pertes. On a quelque chose qui font que moi, j'ai un problème avec ça, qui font que dans le combat, on a des unités affaiblies qui deviennent de seul coup moins intéressantes ou, comme MMR44, elles sont affaiblies mais elles tirent toujours avec la même force et la même intensité. Et à un moment donné, je me suis dit, justement, en passant par le jeu de rôle, en cassant les codes, en disant, je vais abstraire les choses. Qu'est-ce qui se passe dans une bataille ? Il y a des gens qui me tiennent la bataille et ils me disent « Oui, tu vois, dans les wargames, dans les jeux de figurines, tout le monde bouge et tout se fait en même temps. » Mais quand vous lisez des vrais récits de bataille, il y a 10 pecnos qui sont en train de tirer aux flèches pendant que tous les autres en bas, ils sont en train de regarder pendant 2 heures. Et puis d'un seul coup, il y a une cavalerie qui passe par la gauche, qui va fracasser, ils vont se battre pendant 30 minutes. Tout le monde bouge en même temps, tout le monde fait ses trucs. Et là, on se dit « Mais tiens, c'est pas coordonné. » Dans ce cas-là, il se passe quelque chose où, en fait, nous, on a systématisé les batailles en se disant « C'est comme ça », mais en fait, c'est pas du tout comme ça. Le gars, il va peut-être se battre 10 minutes, la bataille est perdue, elle est gagnée, et puis il y en a un qui va se battre peut-être 2 heures, et encore, parce qu'il a toutes les chances de ne pas tenir le rythme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans cette idée d'avoir quelque chose qui était fragmenté, on s'est retrouvé avec qu'est-ce qu'on fait des gars qui sont blessés
assommé. Dans un Crayavoc, vous avez le gars qui est assommé, le gars qui est blessé, qui est moins efficace, qui va être fini à la hache parce qu'à un moment donné, on ne fait plus rien, on les envoie devant, tu vois, ou on recule la mémoire 44 des unités pour pas donner un truc à son adversaire. Et moi, je me suis dit, en fait, la bataille se déroule et en fait, les gars sont retirés du plateau de jeu parce que quand ils sont mis hors de combat, soit ils reculent, soit ils sont tués. Mais ceux qui sont mis hors de combat, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ça se trouve, ils ont été blessés. Ça se trouve, ils ont été pris de panique. Ça se trouve, ils ont dû reculer, mais ils sont dans une position, et ainsi de suite. Et donc, on a fait quelque chose qui a pu choquer les gens. On a continué à nettoyer notre plateau pour ne laisser que ce qui était jouable. C'est-à-dire ne pas laisser des trucs inférieurs. On ne laisse que ce qui est jouable sur le plateau, qui a une efficacité, et ainsi de suite. Et donc, toutes les figurines sont retirées et mises à côté. Et à la fin du tour, on fait un jet de destin pour savoir s'ils reviennent, s'ils se réorganisent, s'ils sont vraiment morts parce qu'ils sont morts de leurs blessures. Et donc, ça donne une tension, mais surtout, ça clean le plateau de telle manière à ce que la stratégie sorte mieux. En plus, je dirais que d'un point de vue sensation ludique, ça donne un espoir pour celui qui a vu toutes ces troupes se faire mettre hors de combat. Il se dit « j'ai peut-être une chance quand même qu'elles reviennent ». Et puis, de l'autre côté, au contraire, celui qui les a mis hors de combat, il est là en train de regarder pourvu qu'il meure. Donc c'est assez rigolo, ça donne un côté. Donc ça aussi, c'est des choses qui arrivent sur des réflexions où moi j'avais fait un jeu qui s'appelait Héros du Monde et dans lequel on jetait qu'un seul dé dans la conquête et qui pouvait faire qu'on pillait, on assimilait des gens, mais aussi on pouvait se prendre un coup. Et les gens me disaient, mais dans tous les jeux, on jette 2 dés. Et en finalité, dans ce jeu, le dé a été très bien accepté parce qu'on prenait le risque de la guerre. Et à un moment, ça pouvait se retourner contre vous. Oui, j'ai pris le risque de la guerre, mais en fait, je me suis fait toller par mon adversaire qui m'a en fait retourné, et c'était un dé. Et au début, il y avait une mauvaise acceptation ou une différence d'acceptation sur ouais, mais moi je suis attaqué, mais je me défends pas. Non, parce que en fait, ce que j'ai essayé, c'est une narration. Ton peuple, où il a été conquis, où il a été assimilé, où il a été pillé, où il a été tué, où c'est moi, mon peuple, qui s'est fait tuer. Mais l'histoire est déjà racontée. Il n'y a pas besoin de 26 jets de dés, tu as juste besoin d'un résultat. Et sur Jeanne d'Arc, il y avait cette envie de laisser rêver les gens de qu'est-ce qui leur est arrivé, tu vois ce que je veux dire, mince, parce que ça devenait compliqué de dire oui, il a paradé, oui, il a fait une esquive, oui, il a fait des trucs. Il avait fallu rentrer dans tous les détails. Alors celui-là, il va avoir un des 2 mois, un machin, il perd un machin. Ça laisse l'opportunité aux gens de s'imprégner. Voilà. Et ça permet en fait d'avoir une pensée qui a fait que les gens vont plus vite à l'essentiel et surtout ils se rendent compte que dans ce jeu il y a quand même une forme de gestion importante grâce à des cubes d'activation qui fait que même si on joue sur du général, il faut après redécomposer pour penser ce que va faire tout le monde en fonction de sa spécialité. On ne fait pas charger un prêtre au milieu de la bataille. Le gars, on le fait prier pour qu'il vous rapporte des points de mythe, des points d'XP, qu'il aille soigner les gars, mais pas donc, ou qu'il donne de l'allant à vos troupes. C'est ce qu'on a dans le jeu. Par contre, vous piquez, il y a peu de chances qu'ils aillent prier, ils vont aller donner des coups de fourche, des coups de pique à tout le monde. Donc après, on en est arrivé à ce genre de choses et naturellement, les choses sont tombées. Mais il y a plein de mécaniques comme ça qui ont été réglées dans des discussions et sous des formes d'abstraction où systématiquement, et moi j'ai pris un peu cette habitude, de casser automatiquement les choses en disant on va pas faire ça, on va pas respecter, tu vois ce que je veux dire, on va se libérer et je vais partir dans l'abstraction. L'abstraction est un moyen, mais l'abstraction ça veut pas dire l'abstraction de la narration, ça veut dire l'abstraction pour la valorisation de la narration. C'est ça qui est une chose importante. Et donc au fil de discussion, parce que dès qu'il y avait une nouvelle mécanique, j'appelais Léo, je disais voilà, qu'est-ce qu'on pense, et parce que c'était des fois des discussions longues. Chaque fois sur un point, de toute façon, il va y avoir des discussions et donc, le soir qui vont durer des heures sur un point. Et donc ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, moi je peux me placer dans une ligne plutôt de briseur de code ou de non-respect, et Léo va avoir une autre ligne, et dans les équipes, il va y avoir une ligne dure, plutôt Game Workshop à la Jack Thornton, voilà, avec du style, un truc qui nous est arrivé, mais comment tu laisses des unités, c'est un problème qui était assez rigolo, les cubes d'activation, il y a un système qui fait que j'ai le droit d'activer une unité qui va dans un lieu, puis je la réactive, puis je la réactive, puis je la réactive. Donc on me dit, mais tous les jeux font que c'est en gros une limitation des activations. Et ça, c'est un autre code qu'on a brisé, mais qui ne déséquilibre pas le jeu. Mais nous, on lâche ça. Délibérément. Délibérément. Et ça, c'est au début, il y a eu des discussions. On est d'accord ? Et en fait, on est tellement dans des cadres du jeu aujourd'hui, avec tellement de jeux
qui vous bloquent et ainsi de suite, qu'on n'arrive plus à se libérer. Ce qui fait qu'on a presque, des fois, même été un peu agressé sur ce système en nous disant que c'était un peu n'importe quoi. Oui, parce qu'on enfreignait. C'est pas qu'il y a des ayatollahs du jeu, mais on n'a pas le droit de faire ça quand même. Parce que les gens ont leur t'es un gros con, tu fais n'importe quoi, tu vois, tu vas dérégler ton jeu. Oui, mais enfin, ça fait 20 ans de game design. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tu vois, il y a des credos, il y a des dogmes et ainsi de suite. Et d'un seul coup, on se rend compte qu'on est tellement dedans qu'on n'arrive plus à sortir du tube et tout. Tu t'en rappelles ? Bien sûr. Voilà. Et là, on revient à la narration. Mais est-ce que tu as lu un rapport de bataille ? Est-ce que tu as vu que le gars, il a traversé tout le champ de bataille pendant que lui s'est fumé une clope ? C'est ça, mais tu vois ce que je veux dire ? Et le gars, il a fait combien ? Il est revenu, il est reparti. Et par exemple, sur la bataille de Rocroi, le duc de Condé qui va percer les tertiaux espagnols, je sais plus, il fait 5-6 charges. Et pendant ce temps-là, l'infanterie, elle est derrière, elle regarde, elle tourne, elle essaie de tenir. Et le gars, il en fait une, il en fait deux, il en fait trois. Et à la 6e, il perce. Tu vois ce que je veux dire ? Et le gars, tu te dis, mais il a fait toute la bataille, le gars, là, tu vois ? Et alors, moi, comment je le fais dans le jeu ? S'il faut activer toutes ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde va faire des trucs, donc ça va faire un truc moyen. Donc moi, je dis, bah non, tu crois en ton Condé ? Bah vas-y, en fait, tu crois à la bataille de la Brossinière, tu veux faire bouger que ton aile gauche ? Vas-y, fais bouger que l'aile gauche et les autres, ils attendent, et ainsi de suite. Et puis après, tu te rendras peut-être compte que c'est pas comme ça. Et ce moment de liberté du style, tu vois qu'en fait, les gens ne sont pas forcément, ils le comprennent, en fait, et ils ont une tendance à repenser en se disant, oh là, ils m'ont ouvert un truc, mais... Parce que tout le monde vous dit, ouais, mais alors, je vais prendre ma meilleure unité, je vais faire n'importe quoi. Un peu comme je vais jouer tout le temps mes tanks à mémoire 44 ou des choses comme ça. C'est pas où c'est les chevaliers et après ils vont être isolés. Mais en fait, finalement, vous pouvez lâcher les barrières et les gens vont pas faire n'importe quoi. S'ils font ça, eh ben, ils font n'importe quoi et ils vont mourir. Je pense qu'une des forces du jeu. Il y a naturellement un rééquilibrage. Une des forces du jeu, c'est la grande liberté qu'il laisse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choix possibles et énormément de liberté. Ce qui fait que vous voulez faire telle tactique et dire je vais activer que cela, c'est possible si vous le voulez, après tout. Vous voulez plutôt poser des questions ou aller enquêter ou alors tenter un regroupement ou alors tenter une sorte de guérilla avec des petites attaques, c'est possible dans le jeu. Et ce qui fait que chaque scénario, chaque fois que vous le rejouez, il va se passer quelque chose, mais vraiment de totalement différent. Ça, c'est après, vraiment... Chacun va se l'approprier. Chacun va s'approprier et on voit que aussi que, par exemple, les scénarios de bataille, on a essayé de les penser d'une manière narrative. C'est-à-dire en incluant, par exemple, des personnages qui ont pu exister, un guide... Qui vont d'ailleurs apporter quelque chose. Voilà. Les personnages neutres qu'on rencontre dans le jeu, ils ont tous un pouvoir. Et quand vous les faites entrer dans votre camp, ils vont vous apporter ce pouvoir. Mais si vous n'êtes plus avec eux, eh bien, et qu'un ennemi vient, à ce moment-là, ce pouvoir va être donné à l'autre personne. Et d'autres personnages, vous pouvez discuter avec eux et ils peuvent vous donner des indices sur le déroulement de la partie. Alors, on a quand même essayé de rester simple, hein, c'est-à-dire qu'on ne donne pas 20 000 pouvoirs et le système de discussion, c'est pas non plus Mass Effect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un petit système à la livre dont vous êtes le héros, on regarde et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti non plus dans les machines à gaz parce que le but du jeu, c'est qu'une partie, ça fait moins d'une heure, voire 40 minutes, et qu'il y ait une grande rejouabilité. Donc voilà. Ce qui fait que, ce qui nous amène aussi à un truc où les gens nous disent, ouais, il y a de la rejouabilité et tout. Oui, il y a de la rejouabilité avec une acceptation de hasard. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de rejouabilité sans hasard, c'est pas vrai, il y a des grandes rejouabilités, mais le hasard, automatiquement, dans une certaine dose de gestion, nous donne une forme de rejouabilité. Que nous, en tant que vieux joueur, on n'est pas du tout dans la négation du dé, on est d'accord pour donner aux gens, puisque maintenant les gens supportent de moins en moins les effets du hasard, supportent de moins en moins les éliminations, donc il y a des choses qu'on est obligé de tenir compte avec des relances, des choses comme ça, il y a des frustrations qui sont plus fortes, mais nous, on ne se renie pas là-dessus, parce que c'est une acceptation de la vie, quoi. Hélas, je vais sortir, il va se passer des trucs, je vais tomber malade, et tout, ça ne se passerait pas comme super impeccable dans les jeux allemands, où j'ai fait tellement la bonne stratégie que mon pays il arrive à truc. Mais non, il t'arrive toujours des merdes. Il y a un cyclone qui arrive et tu as des Antilles qui sont dévastées et tu t'es dit, en tant que président, j'ai jamais prévu ça, quoi. Tu vois, mince, tu vois, qu'est-ce que c'est? Une bonne histoire, il faut qu'il y ait des imprévus, il faut qu'il y ait des choses inattendues. Et c'est ce qui fait aussi le sel du jeu. Et c'est justement de s'adapter par rapport à ça. Mais cela dit, c'est pas pour ça que c'est le hasard qui va faire le vainqueur. Quelqu'un qui sait jouer
au jeu et qui est bon à ce jeu, il va systématiquement battre quelqu'un qui le découvre, et même si ce quelqu'un a de la chance. Parce que c'est important. Le hasard est suffisamment pondéré. Oui, il est pondéré par plein de systèmes et de façons de jouer qui font que un bon joueur gagnera. Là, on a l'air de faire du style c'est le meilleur jeu du monde. On ne cherche pas à être le meilleur jeu du monde et on cherche pas. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que avant tout, ce qu'il faut comprendre, il y a des gens qui aimeront pas, il y a des gens qui aimeront, il y a des gens qui suivent sur notre démarche. Avant tout, c'est une proposition de métier qui est moins une proposition d'auteur, et c'est une proposition commune. On fait une proposition et on n'est pas des camelots pour vendre toute notre soupe. On est là du style, voilà ce qu'on a fait. Et voilà ce qu'on a essayé de faire d'une manière la plus honnête possible et la plus profonde. Voilà. Après, il y a des jeux qui seront meilleurs en bataille, il y a des jeux qui seront meilleurs en aventure, il y a des jeux qui seront... On a fait une proposition qui essayait de combiner des choses. En tout cas, avec passion et avec notre cœur. Voilà. Ça, et on essaye de la faire avec la plus grande honnêteté possible, c'est-à-dire, même si ça ne peut pas paraître modeste, plus le jeu se développe, plus on est content. Donc, oui, nous, on s'éclate vraiment à ce jeu, et donc, on a pu le faire jouer des centaines de fois, on a toujours envie d'y jouer. Ça, c'est important quand même. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous dire un petit peu quand est-ce que la campagne sera lancée ? Oui, bien sûr. Comme ça, après, on peut aller manger. Absolument. Alors, et boire. Concluons, en effet. Mon choix Saint-Denis. Allons boire. Espèce de paillard. Juste les détails et les cuissons techniques. Le jeu sera lancé le 10 octobre à 21h, heure française. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Kickstarter, il y aura des early birds, c'est-à-dire une réduction pour les premiers acheteurs, qui sera une réduction de $10, on pense, et sans doute 1000 early birds. On part plutôt là-dessus. Voilà. On offre, et ça c'est une particularité aussi, parce qu'un early bird, finalement, c'est juste une remise de $10. Bon, le pledge de base, il est à $120, ce qui donne accès à une boîte contenant plus de 230 figurines, dont 30 éléments de décor, et alors pas des petits éléments de décor, une église, des maisons, des arbres, enfin voilà. Murets, donc 30 éléments de décor, 200 figurines, comprenant des monstres, il y aura aussi des gros monstres, etc. Mais les early birds, on va dire, c'est les 1000 premiers qui en bénéficieront. C'est une petite ristourne, c'est pas non plus... Par contre, ce qu'on veut faire, c'est on veut donner quelque chose à tous ceux qui vont nous suivre et qui vont nous suivre dès le départ, et pas ceux qui viendront par la suite, c'est-à-dire que tous ceux qui prendront une boîte de base pendant la campagne, et uniquement pendant la campagne, ils recevront un super cadeau, c'est-à-dire 2 figurines exclusives pour cela, on va les appeler les super exclusives, c'est-à-dire Gog et Magog. Gog et Magog sont 2 géants, on va dire, anthropiques, annonciateurs de l'apocalypse, et pas des géants balèzes. Pas des mecs très sympas. Non. Et j'ai vu les caractéristiques, je peux vous dire qu'ils sont très 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 intéressants à jouer. Et alors, non seulement ce seront de belles figurines, mais ce seront des figurines qui apportent quelque chose en termes de gameplay. Après, il y aura tellement de figurines que s'ils n'y sont pas, c'est pas... Mais tous ceux qui backeront le jeu, ils auront ces figurines-là. Ce sont des grandes figurines. Qui sont des grandes figurines en plus. Ouais, c'est pas des petits géants. Voilà, c'est ça. Ils sont pas contents, ils donnent un coup dans l'église. Hein. Ah, oui. Et donc, c'est uniquement ceux qui ont pris cette boîte-là, c'est-à-dire que ceux qui font juste je pledge $1 et puis je prendrai le jeu plus tard pendant le late pledge, ou j'achèterai le jeu quand il sortira en retail ou autre, non. Ils l'auront jamais. Ces jeux, ces 2 figurines ne seront pas vendues sur les salons. Ce sera l'apocalypse pour eux. Ce sera le seul et unique moyen de les avoir. Ils ne seront plus jamais disponibles. Et ça, c'est un cadeau qu'on fait à ceux qui nous suivent dès le départ. Ok, super. Voilà. Mon Dieu, nous avons parlé, mes amis, pendant 47 minutes. On les a pas vus passer. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin très rapide ? Que vous nous aimez, vous avez le droit. Oui, ça c'est normal, que vous avez aimé ce jeu, que vous aimez le jeu de société. Non, alors déjà, moi je voudrais remercier bien sûr Philibert pour son accueil. Nous allons passer par Philibert pour le fulfillment, le dispatching, un terme anglais approprié, donc de ce jeu. Et non seulement
vous faites un bon travail, mais vous nous avez super bien accueillis. On a vu la boutique, on a eu plein de gens qui sont venus essayer le jeu, qui nous ont posé des questions, qui ont été super sympas. Là, on est dans une petite soirée où on va aller boire et manger parce que vous nous avez invités. Encore une fois, merci pour tout ça. Donc moi, je voulais conclure là-dessus. Et toi, Pascal ? Moi, je voulais conclure sur une chose en vous remerciant aussi, bien sûr, de l'accueil chaleureux que vous avez fait, et surtout sur de concevoir que Mythic Games a une forme d'ADN qui va essayer de développer, et que Jeanne d'Arc est dans l'ADN de Mythic Games, d'une manière aussi de faire découvrir des univers qui sont peut-être enfuis dans notre inconscient, et qu'avec le médiéval fantastique, avec Donjons et Dragons, Game of Thrones, avec plein de choses, on a un peu perdu racine. Et notre objectif était aussi de faire redécouvrir toute cette racine en disant c'est très bien de discuter de Game of Thrones, de ce qui se passe, mais est-ce que vous avez su ce qui s'était passé à la cour de Charles V ou de Charles VII? Est-ce que vous avez vu, ou ainsi de suite? C'est-à-dire que rien n'est créé sur la base de rien. Culture. D'accord, et les inspirations, et on a voulu un petit peu remonter à cette base, et on a voulu un petit peu proposer ça aux gens. C'est-à-dire notre proposition, elle est rappelez-vous de ce qu'il y avait avant. Vous voyez, peut-être que nous, avec le jeu, on va un peu vous le rappeler parce que c'était enfoui. Donc il y a un peu cette volonté aussi d'apporter quelque chose de, sans être vulgaire, d'une forme de culture ou d'une forme de redécouverte de notre culture, peut-être comme quelque chose de fort, de quelque chose qu'on peut proposer au reste du monde, parce que la guerre de 100 ans, c'est très français, mais c'est aussi très apprécié par les Japonais, Jeanne d'Arc, par les Américains. C'est des images. Parce que c'est quand même très fort anglo. Voilà, c'est mondial parce que mais ce que je veux dire, dans le Moyen Âge européen, finalement, c'est ça. Maintenant, voilà, c'est ça. Et donc là, nous, on avait ce côté d'essayer de faire un petit peu redécouvrir, mais sous une forme un peu de cadeau. Voilà, mais un cadeau sans prétention avec notre vision. Donc c'était vraiment ça qu'on voulait donner. En s'amusant, voilà, c'est pas chiant comme réviser les livres d'histoire. Non, voilà, c'est justement le côté où quand on lit plus les bouquins, on n'a plus le temps, ou ainsi de suite, on va redécouvrir, voilà. Okay. Dunois, bâtard d'Orléans, alléluia. Ça marche, merci beaucoup. La grâce de Dieu. Merci. Mais c'est une vision quand même que j'ai d'auteur.